Les meurtriers savent quand passer à l'attaque et comment disparaître aussitôt. Les meurtres s'accumulent. Quand une femme enceinte est assassinée, les agents du FBI se jurent d'endiguer cette vague de violence. Mais ils constatent que la démarcation entre les policiers et les criminels est de plus en plus floue. Tant que cette affaire ne sera pas résolue, personne ne sera en sécurité. Le 28 juillet 1977, San Juan, à Porto Rico. Le négociant en diamants Stephen Brooks de New York séjournait dans l'île lors de son voyage d'affaires annuel. Il comptait y rencontrer un bijoutier qui lui devait un montant d'argent pour une vente antérieure. Il comptait également lui vendre des pierres qu'il avait apportées avec lui et qui étaient évaluées à 250 000 $. Brooks était seul et n'avait pas de garde du corps. Il devait rentrer chez lui 2 jours plus tard. Le 29 juillet, la police de Porto Rico fut dépêchée à l'extérieur de la ville où l'on avait trouvé un corps. C'était un homme. On l'avait abattu avec une arme de calibre 38 avant de brûler son corps. Il n'avait pas de permis de conduire et à cause des brûlures, il était impossible de l'identifier par son visage. Les policiers ne trouvèrent aucun autre indice. Ils firent enterrer cet inconnu. 4 mois plus tard, à la suite d'une entrevue donnée par la famille Brooks, les policiers se rendirent compte que le cadavre qu'ils avaient trouvé était celui du négociant en diamants. Cet homicide était le dernier d'une série de meurtres crapuleux. Au cours des dernières années, 2 autres diamantaires avaient été tués à Porto Rico. L'agent spécial Fernando Candelario. Des hommes de New York venaient à Porto Rico avec des bijoux. Ils étaient alors enlevés et l'on retrouvait leur corps plus tard. Comme ces individus étaient morts dans un autre État américain, le FBI devait enquêter sur ces affaires. On ne disposait d'aucun indice sur les meurtriers. Les agents communiquaient avec leurs homologues de la police de Porto Rico pour savoir s'ils avaient trouvé des pistes. Sans nouvelles pistes, l'enquête s'enlisa rapidement. Pendant cette période, les crimes violents étaient courants à San Juan, où à la pauvreté s'ajoutait le trafic de cocaïne et où les gangs contrôlaient les rues. Les autorités avaient du mal à faire incarcérer les puissants gangsters. En mars 1979, le chef d'un gang important qui était soupçonné de meurtre réduisit au silence le seul témoin du meurtre en lui tirant une balle dans la tête. Jessica Trujillo, la petite amie du chef de gang, fut témoin de ce crime. Elle accepta par la suite d'aider à faire mettre le caïd derrière les barreaux. L'agent spécial Jim Bird du bureau du FBI de San Juan. Elle devait témoigner dans cette affaire d'homicide contre un membre important du crime organisé ici à San Juan. Comme cette femme courait un grand danger et qu'elle avait fait l'objet de menaces, elle était sous la protection de la police. Jessica passait ses journées au poste de police. Le soir, les enquêteurs de la section des homicides la conduisaient chez sa grand-mère pour la nuit. Le procès commença en mai 1980. Les procureurs avaient hâte d'obtenir enfin un verdict de culpabilité contre ce baron de la drogue. Au 5e jour du procès, on trouva un corps dans un champ de canne à sucre près de San Juan. C'était Jessica Trujillo, le seul témoin contre le chef du gang. Une autopsie permit de découvrir qu'elle avait été tuée de 2 balles tirées à bout portant. La jeune femme était alors enceinte de 3 mois. Le seul indice que l'on recueillit fut un chapeau de paille près du corps.
Ce meurtre sordide ébranla les résidents de l'île, notamment l'agent spécial Di Rosario du FBI. Tout le monde savait que la police protégeait Jessica. Selon les rumeurs, du moins au début, et ce, même si elle était sous la protection de la police, elle aurait été tuée par un policier. Tout d'un coup, l'impensable devenait possible. Le bureau d'enquête spéciale de Porto Rico, appelé aussi NIE, travaillait alors sur une éventuelle affaire de corruption au sein de la police. Il demanda l'aide du FBI. C'était une question de confiance. En qui pouvait-on avoir confiance? Le NIE pensait qu'il valait mieux faire confiance au FBI que de se rendre au service de police pour tenter d'y trouver quelqu'un de confiance pour mener cette enquête. Les enquêteurs finirent par retrouver le policier qui avait reconduit Jessica chez sa grand-mère le soir où l'on avait trouvé son corps. L'enquêteur Victor Soucé déclara que son collègue, l'enquêteur Gil Valera, et lui-même avaient conduit Jessica à la maison comme prévu. Selon lui, il l'avait laissée devant la maison de sa grand-mère. Victor ajouta qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qui avait pu lui arriver après leur départ. Peut-être quelqu'un l'avait-il enlevée. Les agents vérifièrent la version des faits de Victor. On a interrogé plusieurs personnes. On est allé chez sa grand-mère et l'on a mené notre enquête dans le quartier. Personne n'avait vu Jessica de toute la journée. C'est alors que le seul indice qu'on avait recueilli plus tôt disparut. Le chapeau de paille trouvé près du corps de Jessica avait mystérieusement été enlevé du casier où il était conservé. Les médias signalèrent alors que le chef de la section des homicides portait souvent un chapeau de paille comme celui dont il était question. Et les agents établirent que la voiture utilisée pour reconduire Jessica chez elle appartenait au chef de la section des homicides lui-même, Emeterio Benitez. Les agents réquisitionnèrent la voiture qui fut ensuite examinée par des techniciens du FBI. L'intérieur avait été nettoyé depuis peu, selon l'agent spécial Manuel Aponte du NIE. On pouvait littéralement sentir l'odeur de javelisant dans la voiture. On croyait qu'elle avait été nettoyée parce qu'il s'était vraiment produit quelque chose de grave dans cette voiture, comme un meurtre, ou quelque chose d'autre que l'on tentait de cacher. Les techniciens du FBI démontèrent la voiture. Sous le siège du conducteur, ils trouvèrent une importante quantité de sang séché. Ils en découvrirent également sous le tableau de bord et derrière le panneau de la portière à côté du passager. À en juger par la façon dont le sang s'était répandu dans la voiture, on croyait que quelqu'un avait été tué à l'intérieur de ce véhicule. Les techniciens trouvèrent également des indices balistiques, des marques qui semblaient avoir été causées par des projectiles tirés à l'intérieur du véhicule. Au labo du FBI, les experts comparèrent les échantillons de sang à celui de Jessica prélevé lors de l'autopsie. Ils eurent du mal à prouver qu'ils provenaient d'une même personne. On n'avait pas encore les analyses d'ADN. On pouvait seulement affirmer que le groupe sanguin était le même que celui de Jessica. On ne pouvait pas déclarer formellement que c'était le sien. Emeterio, le chef de la section des homicides, déclara qu'il avait nettoyé l'intérieur de sa voiture avec du javelisant après y avoir transporté un animal mort. Selon lui, les marques de projectiles avaient été causées par un tir accidentel de son arme quelques mois plus tôt. Il ignorait pourquoi on y avait trouvé du sang et ajouta que des dizaines de personnes avaient accès à sa voiture en raison des ressources limitées de leur poste de police. Presque tout le monde de la section des homicides se servait de sa voiture. Dès qu'il manquait de véhicule, ils utilisaient le sien. On ne pouvait donc pas savoir qui s'était trouvé à bord. On ne disposait pas suffisamment d'indices matériels. On avait bien des preuves indirectes, mais pas de preuves formelles. Et quand on passe aux accusations, on veut réellement avoir un dossier en béton et remporter cette cause. On ne voulait pas prendre des risques inutiles et ensuite échouer parce qu'on serait passé prématurément aux accusations. Comme ils enquêtaient sur des policiers et qu'ils ignoraient en qui ils pouvaient faire confiance, l'agent spécial Angelo Class et le reste de l'équipe ne devaient laisser filtrer aucune information.
Quand on a commencé, on nous a prêté un bureau et personne n'avait le droit d'y entrer à moins qu'il ne travaille sur l'enquête. Les agents devaient absolument obtenir la collaboration de quelqu'un de l'intérieur. Ils vérifièrent les dossiers des enquêteurs Gil Valera et Victor Soucé, qui étaient censés avoir reconduit Jessica chez elle. On a dressé leur profil. On a interrogé les autres agents à propos d'eux. On en a appris un peu sur ces types. On croyait que des deux, le plus sérieux, le bon flic, si vous voulez, était Victor. On a alors décidé de faire appel au sens de la justice de Victor. À ce moment-là, Victor terminait sa formation dans la garde nationale aux États-Unis. Les agents furent prêts dès qu'il fut de retour. On l'a abordé à l'aéroport et on lui a dit qu'on voulait lui parler. On l'a emmené, avec son accord, à un appartement qu'on avait loué secrètement. On lui a dit, si tu ne collabores pas avec nous, on va mener notre enquête et l'on va sans doute t'inculper. Tu ne pourras plus voir ta famille. Et tu vas certainement perdre ton grade aussi. Tu vas te retrouver dans un pénitencier fédéral. Pour toi, le seul moyen d'échapper à tout ça, c'est de tout nous dire et de coopérer. Ils assurèrent ensuite à l'enquêteur qu'il le protégerait. Après quelques heures, Victor accepta finalement de collaborer. Il reconnut avoir menti plus tôt. Il n'avait pas reconduit Jessica chez elle ce soir-là comme il l'avait déclaré. C'est le chef qui lui avait demandé de dire ça. Mais son collègue et lui n'avaient pas reconduit la jeune femme chez elle. Il ignorait d'ailleurs qui l'avait fait. Victor ajouta que plusieurs enquêteurs étaient impliqués dans une série d'activités criminelles. Il se faisait appeler El Muerta Escuadra, l'escouade de la mort. Il s'est mis à nous donner des noms et à nous parler des crimes. On prenait des notes. Ça a duré pendant des jours. Grâce à une série d'entrevues, on put bientôt évaluer l'ampleur de cette affaire de corruption. Pendant les 10 ou 15 premières rencontres avec Victor, on a identifié 65 individus, la plupart des agents de police, qui étaient mêlés à des crimes. Mais il y avait aussi dans leur organisation des avocats et des hommes d'affaires. On a alors décidé de déterminer quels étaient les différents groupes et qui étaient mêlés à ces activités criminelles. On voulait aussi déterminer quel genre de crimes ils avaient commis. On a constaté qu'il y avait 19 groupes différents. L'agent spécial Di Rosario aida à l'identification des principaux acteurs de cette affaire de corruption. La majorité des agents qui étaient corrompus provenaient d'une section spécifique du poste de police. C'était le CIC, la section des enquêtes criminelles. Le CIC était constitué des enquêteurs les plus hauts gradés de la police. Ils étaient aussi les plus puissants. On pourrait dire qu'ils avaient leur propre fief. Ils faisaient ce qu'ils voulaient et n'avaient pas à répondre à quiconque de leurs actions. Le CIC était responsable de toutes les saisies de drogue à San Juan. Ils sont devenus très puissants et ils ont tissé des liens avec des informateurs du marché noir. Selon Victor, ces informateurs étaient devenus des complices pour une série de vols à main armée, d'enlèvements et même de meurtres sur commande. Les trafiquants de drogue étaient des cibles faciles pour l'escouade de la mort. Aucun de ces trafiquants ne pouvait porter plainte pour des vols de stupéfiants, et encore moins s'il était abattu lors d'un de ces vols. Chaque fois qu'on rencontrait Victor, on en apprenait davantage sur l'organisation, parce qu'il ne nous donnait pas seulement les noms des types qu'il connaissait personnellement au sein du service de police et qui avaient participé au crime, mais il nous fournissait également des détails spécifiques sur ces crimes. Victor dit aux agents ce qu'il savait du meurtre du négociant en diamants Stephen Brooks. Il ajouta que les enquêteurs du CIC avaient entendu parler de l'arrivée de Brooks par le biais du bijoutier qu'ils devaient rencontrer.
Ils avaient forcé l'homme à se ranger au bord de la route, sachant qu'il transportait beaucoup de diamants. Un agent de police peut vous arrêter n'importe où. Il peut vous arrêter dans la rue et vous demander qui vous êtes et tout le reste. Et c'est cela qu'ils faisaient. Ils ont l'autorité pour arrêter des gens. Ces policiers d'expérience s'assuraient qu'il n'y aurait pas de témoins. Comme le CIC enquêtait ensuite sur ces homicides, il était plutôt facile de brouiller les pistes. Les révélations de Victor ébranlèrent les agents qui enquêtaient sur l'affaire. Ces hommes n'étaient pas des inconnus. Je les connaissais bien. C'était vraiment effroyable de penser que ces policiers étaient allés jusque-là. Ces policiers qui avaient pourtant prêté serment et juré de faire respecter les lois et de protéger la population. Sans leur insigne, ces hommes n'avaient rien de différent des autres criminels. Peu importait le temps qu'il faudrait, le FBI et le NIE étaient déterminés à démanteler l'escouade de la mort. À Porto Rico, le FBI et le NIE enquêtaient sur un réseau de policiers corrompus qui se faisait appeler l'escouade de la mort. L'agent spécial Angelo Class menait cette enquête complexe. L'objectif principal était d'identifier le plus de gens possible mêlés à cette corruption à Porto Rico. Ensuite, on devait déterminer quels crimes ils avaient commis et trouver les preuves qui nous permettraient de les faire condamner. L'enquêteur Victor Soucet avait corroboré plusieurs faits, mais les agents avaient besoin d'indices matériels pour lancer des poursuites. Une des premières choses qu'on devait faire, c'était de voir si Victor avait été honnête avec nous ou pas. On devait vérifier s'il nous avait dit toute la vérité. On a donc décidé de lui faire porter un micro branché à une enregistreuse et de l'envoyer parler à certains suspects. L'agent spécial Jim Bird aida Victor à se préparer pour ces rencontres enregistrées. Il avait la mission d'entamer la conversation. Les gens qui, selon nous, étaient mêlés à ces affaires parleraient alors de leurs futurs projets ou des crimes qu'ils avaient déjà commis. C'était ça qu'on espérait obtenir. C'était une mission dangereuse. Si les flics corrompus soupçonnaient Victor de les trahir, ils le tueraient. Il s'attaquait à des policiers et il devait être prudent. Mais comme Victor était lui aussi un policier, il savait jusqu'où il pouvait aller. Et il savait aussi comment se protéger. Victor commença par parler aux policiers qu'il connaissait le mieux. Un des contacts de Victor était Julio César, qui avait été chef de l'équipe des arrestations spéciales pour la police de Porto Rico. Victor avait tissé des liens avec lui. Ils se fréquentaient et prenaient souvent un verre ensemble. Julio reconnut lors d'une conversation enregistrée qu'il avait commis des crimes. Grâce à ces indices compromettants, les agents purent resserrer la surveillance des suspects. On avait assez d'indices pour poser des micros dans la voiture de Julio et sur sa ligne téléphonique. Grâce au micro sur le téléphone, les agents pouvaient écouter et enregistrer toutes les conversations où Julio discutait de ses crimes. Mais la tâche n'était pas aisée, car les policiers d'expérience sont prudents, même sur leur ligne téléphonique personnelle, comme en témoigne l'agent spécial Di Rosario. La plupart de ces conversations étaient codées. Ce n'étaient pas des conversations normales. On a dû analyser les dossiers de plusieurs types pour comprendre de qui ils parlaient. On a fait un gros travail d'analyse de ce qu'on recueillait. Un des enquêteurs auxquels Julio parlait souvent était Gil Valera. Quand ce dernier fit à son tour des déclarations compromettantes, les agents purent élargir encore davantage leur réseau de surveillance. On avait un motif raisonnable pour surveiller la ligne de Gil, et à partir de cela, on a identifié ses complices. En outre, on les entendait planifier leurs coups, des vols et des manœuvres d'extorsion, entre autres.
Les agents du FBI et du NIE travaillaient de concert pour se constituer des dossiers complets sur tous les crimes des suspects. Quand une équipe enquêtait sur un cas particulier, elle se rendait compte que ce n'était qu'un élément de tout ce dossier de corruption. En conséquence, on devait enquêter sur 16, 17, 18, 19 ou même 20 cas en même temps. Mais jusque-là, personne n'avait reconnu être impliqué dans le meurtre de Jessica Trujillo. Les enquêteurs ne disposaient que d'un seul suspect pour ce cas, le chef de la section des homicides de Porto Rico. Les agents étaient résolus à trouver le meurtrier et à résoudre cet homicide qui avait donné naissance à l'enquête sur cette affaire de corruption. Le meurtre de cette femme et l'enquête qui l'avait suivie avaient ouvert une boîte de Pandore. Ces individus n'étaient pas mêlés à un seul meurtre. Ils commandaient des meurtres, se livraient à de l'extorsion, enlevaient des gens, commettaient des fraudes et se livraient à du chantage. Ils commettaient à peu près tous les crimes auxquels on pourrait penser. Plus Victor infiltrait le groupe de policiers corrompus, plus ceux-ci lui parlaient des crimes qu'il planifiait. En février 1981, ils discutèrent d'un meurtre sur commande. Au cours d'une rencontre en particulier, Julio a mentionné au reste du groupe qu'on l'avait approché pour tuer un journaliste dans la région sud de Porto Rico. Julio proposa que Victor s'en occupe, peut-être pour tester sa loyauté envers le groupe. Les agents ne pouvaient les laisser commettre ce meurtre, mais ils ne voulaient pas compromettre leur enquête non plus en procédant à des arrestations trop rapidement. On a décidé que la meilleure chose à faire serait de contacter directement le journaliste, lui dire que sa vie était en danger, qu'on enquêtait sur cette affaire et qu'il ferait mieux de quitter Porto Rico et de se tenir à distance. Le journaliste disparut pendant 1 mois. Ça nous a laissé assez de temps, grâce à l'aide de Victor, de convaincre Julio et le reste du groupe que c'était une mauvaise idée que de tuer un journaliste. De fait, c'était carrément stupide, parce que ça attirerait l'attention des médias sur eux, et que l'attention serait alors insoutenable. Ils devaient oublier ce meurtre, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Convaincu que le meurtre du journaliste entraînerait trop de publicité, Julio refusa finalement de le commettre. Chacun de ces mots était enregistré et permettait aux agents de se constituer un dossier. Il y avait des micros dans la voiture de Victor. Donc, quand quelqu'un se trouvait avec lui à bord, on enregistrait aussi ses conversations dans la voiture. Malgré plusieurs mois d'enquête, les agents étaient toutefois loin d'avoir atteint leur objectif, c'est-à-dire arrêter et inculper tous les policiers corrompus. Victor n'avait pas accès à toutes les personnes qui nous intéressaient. Il ne pouvait leur soutirer des informations. Il y avait toujours de gros trous dans nos dossiers. On commençait à peine. Et ceux d'entre nous qui étions impliqués le savions très bien. C'était une enquête à long terme. On n'entretenait aucune illusion quant à l'issue rapide de cette affaire. Un des suspects avec lesquels Victor n'avait pas tissé de lien était l'enquêteur Alejo Del Monte, le chef du CIC. Les agents croyaient que c'était l'homme le plus puissant de toute l'organisation et sans doute le plus difficile à atteindre. C'était un homme brillant. Et à titre d'enquêteur, c'était l'un des meilleurs, sinon le meilleur enquêteur en homicide qu'ils avaient jamais eu au sein de ce service de police. Ça vous donne une idée du genre d'homme que c'était. Les agents jurèrent malgré tout de démanteler l'escouade de la mort, depuis les simples soldats jusqu'aux têtes dirigeantes de l'organisation. À Porto Rico, le meurtre de Jessica Trujillo en 1980 avait entraîné l'ouverture d'une enquête du FBI sur des policiers corrompus. Les agents recueillaient des informations sur leurs présumés crimes. Angelo Class retardait le plus possible les arrestations. Il y avait un nombre incroyable de gens mêlés à cette affaire. On aurait pu les arrêter relativement à un crime en particulier, mais cela se serait fait au détriment de notre objectif principal, qui était d'identifier autant de gens que possible dans ce réseau de corruption à Porto Rico. L'enquêteur Victor Soucé était devenu un formateur. En avril 1981,
il apprit que l'escouade de la mort avait l'intention de voler l'immeuble de la Puerto Rico Power, une société d'électricité. Pour créer une diversion, il devait poser une bombe à l'arrière de l'immeuble avant de faire irruption dans le bureau à l'avant. Le vol était prévu au moment où il y aurait le plus d'argent liquide sur place, l'agent spécial Manuel Aponte. Ils avaient appris, on ne sait de qui, qu'il y aurait alors beaucoup d'argent à cet endroit. Ils comptaient arriver avant les fourgons blindés pour y prendre l'argent. On craignait qu'ils n'arrivent sur place et qu'ils se mettent à tirer pour prendre les lieux d'assaut. On devait intervenir. Mais les agents voulaient éviter de faire parler de leur enquête. Ils devaient être prudents pour ne pas éveiller les soupçons des policiers. Ils mirent alors un plan au point. Le jour où le vol devait être commis, Victor avisa secrètement les agents du FBI. Ceux-ci appelèrent alors les responsables de la société pour leur parler de la menace à la bombe. Alors que l'escouade de la mort se déplaçait vers l'immeuble, des dizaines de policiers fiables se mirent à la recherche de la bombe. Quand les suspects sont arrivés, l'endroit était rempli de policiers, donc ils ne sont pas passés à l'action. On a gagné cette victoire, du moins pour ce crime. Ça nous a fait gagner une journée. Après plus d'1 an, les agents s'étaient constitués de solides dossiers sur plusieurs membres de l'escouade de la mort. Mais ils n'avaient toujours rien sur Alejo Del Monte, le présumé chef du gang. Victor apprit alors une bonne nouvelle aux agents. On nous a annoncé que Julio César avait invité Victor à l'accompagner à Caguas, une ville voisine, pour y rencontrer Alejo. C'était un coup de chance inespéré. On espérait que Victor pourrait enregistrer Alejo alors que celui-ci discutait de ses crimes. Victor était d'accord pour enregistrer la rencontre, mais les agents se mirent à craindre qu'Alejo ne trouve le micro. Victor s'était habitué à porter cette enregistreuse et il voulait absolument le faire. Il en a discuté solidement avec nous. Il voulait porter cette enregistreuse, mais on a refusé. On lui a dit « Non, il n'est pas question que tu portes cette enregistreuse ». En décembre 1981, Victor et Julio se rendirent chez Alejo. Comme Victor ne pouvait pas enregistrer la rencontre, les agents avaient besoin qu'il soit témoin lorsqu'Alejo discuterait de ses crimes. Comme on l'avait présumé, Alejo craignait les micros et il fouilla discrètement Victor. Alejo voulait savoir s'il y avait une enregistreuse sur lui. Heureusement, l'informateur n'en avait pas. S'il avait eu une enregistreuse sur lui, il aurait été démasqué ce même soir. Alejo entraîna Julio à l'intérieur pour lui parler en privé. Victor et les agents craignaient qu'ils n'eussent découvert qu'il était informateur. Cette crainte se révéla fondée lors du retour à la maison. Alors qu'il se trouvait dans la voiture en direction de San Juan, Julio a dit « Tu sais qu'Alejo croit que tu travailles peut-être pour le gouvernement fédéral. » Et c'est la première fois qu'on a entendu que Victor avait été démasqué. Victor essaya de convaincre Julio qu'il pouvait lui faire confiance. Mais bientôt, les agents apprirent que ses efforts étaient vains. C'était vers Noël 1981 et l'on faisait de la surveillance électronique. Lors d'une conversation, on a appris que ces types avaient mis un plan au point pour faire assassiner Victor, parce qu'ils savaient qu'il coopérait avec nous. Les enquêteurs contactèrent Victor pour lui annoncer que sa mission était terminée. Je me souviens que Victor ne voulait pas abandonner. Il voulait qu'on continue de recueillir des preuves contre ces flics. On lui a fait écouter l'enregistrement. Il a alors baissé la tête. Il a réalisé que tout était fini et que sa famille et lui devaient partir. Les agents firent sortir Victor et sa famille de Porto Rico et les mirent sous un programme de protection des témoins avant que l'escouade de la mort ne les trouve. Quand Victor cesserait de répondre à son téléphone, les policiers corrompus sauraient qu'il faisait l'objet d'une enquête. Ils parleraient moins et leur organisation serait plus difficile à démanteler. Les agents poursuivirent l'enquête malgré tout. À ce stade, on avait établi d'autres liens avec des agents du service de police.
Il n'était peut-être pas en mesure de recueillir autant d'informations que Victor, mais il nous en fournissait assez pour qu'on puisse faire avancer l'enquête. Les agents devaient trouver des preuves solides contre le plus dangereux policier, l'agent Alejo Del Monte. On avait appris, non seulement par le biais de Victor, mais aussi par d'autres policiers, qu'Alejo avait coordonné tous ces crimes, surtout les meurtres des bijoutiers. C'était lui qui commandait ces meurtres, qui faisait tuer des gens. Alejo était donc la cible à atteindre. Jusque-là, les agents n'avaient rien de solide contre le chef Alejo Del Monte, mais c'était sur le point de changer. Le 1er septembre 1982, 2 ans après le début de l'enquête, Mario Ramirez rentrait chez lui en voiture après avoir travaillé à la bijouterie de son père. Il ignorait que son univers était sur le point de basculer. Un groupe d'hommes armés enleva le jeune homme dans la ville de San Juan à Porto Rico. Ce soir-là, le père de Mario reçut un appel. Son interlocuteur lui dit qu'ils avaient enlevé Mario et qu'il le remettrait en liberté en échange d'une rançon de 500 000 $. Il ajouta qu'il rappellerait pour lui donner ses consignes. Si quelqu'un alertait la police, il tuerait Mario. Pendant des heures, la famille se questionna sur ce qu'elle devait faire. Le père de Mario appela alors son voisin, l'agent spécial Angelo Class du FBI. Par hasard, la victime et son père vivaient devant chez moi et c'étaient des amis personnels. Class se rendit aussitôt chez son voisin en rentrant secrètement par la porte arrière. Après avoir entendu ce qui était arrivé, Class demanda des agents en renfort. Il leur demanda de se garer dans des rues adjacentes et d'éviter d'être repérés. On devait être prudent parce que je soupçonnais les ravisseurs de surveiller la maison de Mario. L'équipe discuta alors de l'affaire. Plus tôt, un informateur avait signalé qu'Alejo Del Monte avait l'intention d'enlever le fils d'un bijoutier. L'agent spécial Jim Bird montra à la famille Ramirez comment prolonger au maximum les conversations afin qu'on puisse découvrir où Mario était retenu captif. On essaie de les entraîner avant l'appel. On leur demande, la prochaine fois qu'il va appeler, qu'allez-vous lui dire? Que ferez-vous? Les agents se gardèrent toutefois de dire à la famille de Mario que si l'escouade de la mort était responsable de son enlèvement, ils risquaient de ne jamais plus le revoir en vie. Dès le début, et en nous basant sur ce qu'on avait appris à propos des types mêlés à l'affaire, on savait que Mario serait vraisemblablement tué, que les ravisseurs touchent l'argent de la rançon ou non. Ses chances de survivre à cet enlèvement étaient très minces. Au cours des jours suivants, le FBI enregistra plusieurs appels. Pour gagner du temps, le père de Mario dit au ravisseur qu'il avait du mal à réunir toute la somme. Le ravisseur descendit le montant de la rançon à 224 000 $ en argent liquide et en bijoux. Le père de Mario tentait de retenir le ravisseur le plus longtemps possible sur la ligne, mais celui-ci savait à quel moment précis terminer l'appel. Comme il était impossible de retracer la provenance des appels, les agents cherchèrent d'autres moyens de trouver les ravisseurs. On était à la recherche du moindre indice. Entendait-on la circulation des voitures en arrière-fond ou des bruits comme ceux qu'on entend la nuit dans les montagnes? On essayait de découvrir le plus d'éléments possible en écoutant ces enregistrements en boucle. L'écoute des enregistrements permit aux agents de tirer une conclusion incroyable. Les gens qui écoutaient ces enregistrements et qui connaissaient Alejo personnellement ont dit « c'est la voix d'Alejo ». Ils croyaient que c'était lui au bout du fil. Les agents mirent Alejo et les autres policiers corrompus sous surveillance. Comme Alejo était un lieutenant-colonel, il saurait facilement qu'on le surveillait. On devait être prudent. Le 4e jour, la famille reçut un autre appel. L'agent Fernando Candelario du FBI écoutait.
Un type avec une voix particulière était à l'autre bout du fil. Il a été très précis sur l'endroit où l'argent devait être laissé. Il a décrit un pont près de l'autoroute Caguas. Le ravisseur déclara que l'argent et les bijoux devaient être mis dans une tête d'oreiller et jetés dans l'herbe près du pont. La rançon devait être apportée dans l'heure qui suivait et aucun policier ni agent du FBI ne devait être présent. On a essayé de retracer la provenance de l'appel, mais c'était trop court. Cet homme était rusé. Il semblait savoir exactement le temps qu'il avait à sa disposition pour faire ses demandes. L'escouade de la mort avait déjà tué d'autres victimes d'enlèvement. Les proches de Mario, eux, priaient pour que cette fois-ci, la rançon soit suffisante pour que la vie de cet innocent jeune homme soit épargnée. Le FBI et le NIE de Porto Rico croyaient qu'un gang de policiers corrompus connu sous le nom d'Escouade de la mort avait enlevé Mario Ramirez. Le 4 septembre 1982, les agents surveillèrent l'endroit où devait être laissée la rançon. C'était près d'un pont à l'extérieur de San Juan. L'agent spécial Manuel Aponte du NIE. Il y avait quelques-uns de nos agents sur place. Ils sont arrivés discrètement par la route. Ils se tenaient à distance, dans les buissons. Le père de Mario se dirigea vers l'endroit où la rançon devait être laissée. Il était protégé par un agent armé caché dans sa voiture. L'agent spécial Fernando Candelario dirigeait cette tentative de sauvetage. Il y avait un avion qui nous assistait du haut désert. Vous pourriez être surpris à quel point un avion peut être silencieux. C'était la nuit. Les lumières de l'avion étaient éteintes afin que le ravisseur ne puisse pas le voir. Des dizaines d'agents surveillaient les lieux depuis le sol. Ils essayaient d'être invisibles. Une fois toute l'équipe en place, le père de Mario laissa la rançon près du pont, comme on le lui avait demandé. Les agents attendirent de voir arriver les ravisseurs. Bientôt, le pilote aperçut un véhicule s'approcher. Le pilote a vu un véhicule se garer près du pont. Un homme en est descendu. Apparemment, l'homme a trouvé ce qu'il était venu chercher, le paquet rempli d'argent. Il est remonté dans son véhicule et il est parti. L'agent spécial Jim Bird. La voiture a alors emprunté l'autoroute. Un avion et des unités au sol essayaient de suivre l'individu en possession de 224 000 $. On ignorait toujours où se trouvait la victime. L'agent spécial Angelo Class enquêtait sur cette affaire de corruption policière depuis 2 ans. On ignorait qui se trouvait à bord de cette voiture. On a demandé à l'un de nos agents de la doubler et de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Après avoir doublé l'auto, il nous a appelés pour nous dire « Vous ne me croirez pas, c'est Alejo ». Alors que les agents le surveillaient à distance, Alejo changea de voiture. Le pilote continua de suivre la première voiture pendant que les agents au sol prenaient Alejo en filature. On ignorait dans quel véhicule se trouvait la rançon, mais c'était le moindre des soucis des enquêteurs. Notre objectif principal, c'était de sauver la victime, même si on devait perdre la rançon. Quand le véhicule s'est mis en marche, on ne voulait pas que les agents roulent juste derrière lui. Ils devaient rester assez loin pour ne pas être repérés et pour ne pas entraîner la mort de la victime. Alors qu'Alejo arrivait dans son quartier, les agents décidèrent de passer à l'action avant qu'il n'ait accès à un téléphone. On pensait que si on arrêtait Alejo, ses complices n'auraient plus de raison de tuer Mario, parce que c'était Alejo qui devait leur en donner l'ordre.
Les agents passèrent à l'action à la maison du suspect. L'agent spécial dit Rosario mit ses collègues en garde. J'ai dit aux agents par radio, faites attention, il a toujours un Uzi sur lui. Faisant fi des ordres des agents, Alero sembla s'emparer de son arme. Un agent du NIE fit alors feu en guise d'avertissement. La balle est passée si proche qu'un de ses tapants s'est perforé et son oreille s'est alors mise à saigner. Les agents ne trouvèrent pas la rançon, il n'y avait aucune trace de Mario. On fouilla la maison d'Alero, mais on ne trouva aucun indice. Le pilote d'avion perdit alors la trace de la première voiture. La mission semblait être fichue. Un lieutenant-colonel de la police de Porto Rico avait été arrêté pour enlèvement, mais on n'avait pas retrouvé la victime, ni la rançon. Mario se trouvait quelque part. Les agents tentèrent de contraindre Alero de leur dire où la victime était retenue captive. Il niait tout en bloc. C'était « Vous avez le mauvais type. J'ignore de quoi vous parlez. Je suis le lieutenant-colonel de la police de Porto Rico et vous avez fait une grossière erreur. » Les agents faisaient l'impossible pour trouver les autres suspects. On a ratissé les rues de Caguas et celles de la banlieue à la recherche des voitures de ces criminels. Le temps passait et les agents avaient de moins en moins d'espoir quand Ils ont laissé Mario au bord d'une route près de San Juan. Il a appelé chez lui depuis une cabine téléphonique et a dit « Ils m'ont relâché ». On est allé le chercher et on l'a reconduit chez lui. il semblait bien que l'arrestation d'Alero avait rendu ses complices nerveux et qu'ils avaient décidé de relâcher Mario. Le jeune homme était enfin chez lui. Je n'avais jamais vu nos agents du FBI pleurer. C'est vous dire à quel point c'était émouvant. À ce stade, on se fichait pas mal de retrouver la rançon. On était seulement content de le voir chez lui. Une fois Alero en détention, il était temps d'arrêter tous les autres policiers. Un juge de la Cour fédérale signa les actes d'accusation de 32 personnes, surtout des policiers corrompus. Les agents les mirent rapidement en détention. Le chef de la section des homicides, Emeterio Benitez, collabora enfin et raconta comment Jessica Trujillo avait été tuée. Tout avait commencé par ce meurtre. Le baron de la drogue contre lequel elle devait témoigner leur avait donné la somme de $20 000 pour la tuer. Selon Emeterio, Gil Valera et lui raccompagnaient la jeune femme chez sa grand-mère ce soir-là. En route vers la maison, il l'avait tuée. Il roulait à travers des champs de canne à sucre dans un secteur rural de l'île, quand, sans crier gare, ils ont fait feu. Gil l'avait tuée depuis la banquette arrière. Ils ont tiré de nouveau. Ils se sont arrêtés et ont abandonné son corps dans un champ de canne à sucre avant de repartir. Plus tard, Emeterio s'était rendu compte que Jessica, par plaisanterie, avait épinglé sur elle sa carte d'identité. Il était retourné sur les lieux pour y prendre sa carte, mais avait oublié de reprendre son chapeau de paille. Le fait que l'escouade de la mort ait commis un meurtre avec une telle insouciance, en abattant une jeune femme qui portait l'insigne du chef de la police et son chapeau, montrait à quel point il se croyait intouchable. Ce meurtre a été commis sans planification quant à la personne qui devait appuyer sur la détente et l'endroit où il devait être commis. Il l'a simplement tué dans la voiture du chef de la section des homicides. L'enquête de 2 ans portait sur la plus grosse affaire de corruption de Porto Rico. La plupart des policiers furent condamnés à des peines d'emprisonnement, s'échelonnant de 8 ans jusqu'à des peines d'emprisonnement à vie. C'est horrible. Il n'y a rien de pire que de penser que ces gens qui étaient censés protéger la population leur faisaient exploser la cervelle pour de l'argent. Aujourd'hui, la police de Porto Rico a changé.
La division du CIC n'existe plus. Les citoyens de Porto Rico peuvent de nouveau faire confiance aux hommes et aux femmes qui ont juré de les protéger.